Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Suchitaua, nous accueillons le docteur Fanny Ducignani, bonjour. Bonjour Maria. Docteur en médecine avec une spécialité d'addictologie, entre autres, mais c'est le sujet qui nous intéresse cette semaine, puisque vous intervenez au Centre Addiction France, à Ajaccio, mais également sur la Corse du Sud. On va parler justement de ces addictions. Une addiction, finalement, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai que le terme addict, je suis addict, est passé dans le langage commun et beaucoup de personnes vont dire je suis addict, addict à la télé, addict à mon amoureux, addict, beaucoup d'addictions, mais en fait il faut savoir que l'addiction est un terme et un diagnostic médical qui doit être posé, diagnostic qui doit être posé par un médecin. Puisque l'addictologie et les personnes souffrant d'addictologie doivent faire donc l'objet d'un diagnostic. Le manuel de psychiatrie définit par exemple beaucoup de critères pour dire qu'une personne est addicte. Il y a au total 11 critères permettant de faire le diagnostic d'addiction. Le professeur Kerila, lui, a simplifié le diagnostic en déterminant 5 critères afin que l'on puisse facilement déterminer si une personne souffre d'addiction ou pas. Alors justement, être addict, c'est quoi ? Alors, donc le diagnostic de personnes souffrant d'addiction sera fait sur 5 critères, donc les 5 C. Donc c'est une activité compulsive, activité qui peut être une consommation de produits ou bien un comportement qui est fait de façon compulsive, où la personne donc, va perdre le contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne va plus pouvoir s'empêcher de rentrer dans ce comportement, que ce soit un comportement ou bien une consommation. Donc il perd le contrôle, il entre dans ce comportement de façon compulsive, il ne peut pas s'arrêter. Et il continue, malgré les conséquences négatives qu'a la consommation de ce produit ou bien ce comportement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, c'est-à-dire, en fait, on n'arrive plus à se détacher, en fait, que ce soit de cette consommation de produits, de ce comportement, parce qu'un produit, ça peut être un produit stupéfiant, ça peut être un jeu, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être addict à de la nourriture bien aussi, sûr, on peut imaginer beaucoup de choses, quoi. Voilà. Alors, pour parler de maladie addictive, il faut bien entendu que ce comportement se perdure dans le temps. Bon, une personne qui va consommer un produit une fois, bien entendu, il se met en danger. Mais on ne va pas obligatoirement dire qu'il est addict. Il faut bien entendu que le comportement se maintienne sur une durée, disons, de 6 à 12 mois. Donc, il y a une notion de temps. Alors, le premier C, c'est compulsif. Le deuxième C. Alors, le deuxième C, c'est le craving. C'est un mot qui nous vient des Anglais, mais que les Anglais ont repris, parce qu'à la base, c'est crever. Les Anglais ont repris crever et ils ont inventé le mot craving, c'est-à-dire l'envie de consommer à en crever, ou l'envie d'entrer dans un comportement à en crever, malgré donc le troisième C, les conséquences négatives. Donc l'individu va se sentir obligé, il ne va pas pouvoir s'arrêter. Un comportement donc dangereux pour sa propre vie. Dangereux pour sa propre vie, dangereux qui va avoir des conséquences physiques, psychologiques, sociales, familiales, des conséquences dans son travail à partir du moment où il entre vraiment et qu'il est addict, qu'il souffre de maladies addictives. Il va y avoir évidemment des conséquences qui vont se porter sur tous les secteurs de sa vie. Il reste 2 C. Donc, conséquences, usage continu. Les conséquences dont je vous ai parlé et l'usage continu de ce produit ou ce comportement. C'est vraiment cette notion de temps, elle est importante. Oui, parce que quelqu'un, par exemple, qui va prendre un produit, qui va expérimenter, on parle d'expérimentation, notamment souvent chez les adolescents qui expérimentent, qui essaient de... Oui, c'est vraiment la période d'expérimentation, de recherche. Il va expérimenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va se mettre en danger. C'est en dehors du fait qu'il se mette en danger, qui est toujours, dès qu'on prend un produit, on se met en danger.
Donc je me rappelle plus ce qu'était la question. La question, c'est cette notion de temps qui est importante. Évidemment, quelqu'un qui consomme une fois, on ne va pas dire il souffre d'une maladie addictive. Donc il faut bien sûr qu'il y ait chronicité, en quelque sorte. Il reste un C, du coup. Usage continu, malgré les conséquences négatives. Perte de contrôle, puisque ça, c'est le maître mot. La personne qui consomme et qui perd le contrôle. Donc là, la difficulté, c'est de se rendre compte aussi qu'on est addict, qu'on a cette conduite addictive. Est-ce que c'est l'une des principales difficultés pour tenter de s'en sortir ? Oui, je pense, vous avez raison Maria, effectivement, il faut que la personne admette déjà qu'elle est dans des situations dangereuses pour elle et pour les autres. Il faut qu'elle admette le danger qu'elle court. Parce que bien évidemment, si la personne dit j'expérimente, après tout, pourquoi pas, même si ce n'est pas une maladie addictive, il faut qu'il se rende compte qu'il se met en danger. Et ça, c'est le rôle justement des centres où on peut évidemment expliquer aux personnes et considérer avec elles, est-ce que je suis addict ? Est-ce que j'ai une addiction ou bien est-ce que j'ai une consommation expérimentale ? Et à ce moment-là, voir avec lui tous les dangers, même d'une consommation qui se fait à titre d'expérimentation. Voilà. Merci beaucoup, Dr Giustiniani. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de ces conduites addictives et de tout ce que l'on doit savoir, enfin, du moins les grandes lignes, puisqu'on n'aura pas le temps tout au long de cette semaine. Mais on vous donnera rendez-vous quand même régulièrement avec France Addiction pour parler de ces addictions et des solutions. On vous expliquera tout ça à la fin de la semaine. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est le docteur Fanny Giustiniani qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour Maria. On rappelle que vous êtes docteur en médecine, spécialiste en addictologie, donc addictologue. On a décrit hier, on a tenté de donner une définition de l'addiction, mais une addiction, on peut être addict à tout. Quelles sont les addictions possibles ? Donc, comme nous l'avons dit précédemment, l'addiction, c'est quand une personne a une activité compulsive, incontrôlée, d'un produit ou d'un comportement. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un comportement et elle ne va plus pouvoir contrôler, elle va passer son temps dans ce produit en ayant des conséquences bien sûr négatives. Et malgré ces conséquences négatives, la personne va donc consommer ou entrer dans des comportements sachant que ça lui est néfaste, à lui et bien entendu autour de lui. Donc à partir de là, quelles addictions ? On décrit classiquement les addictions avec produits, c'est-à-dire, nous par exemple, la plupart de nos consommations, à peu près autour de 40%, c'est l'alcool. Ensuite vient le tabac, puis le cannabis. Ensuite, il y a toutes sortes de drogues, produits de synthèse. Puis il y a, j'ai oublié le cannabis qui vient en 3e position avec 16%, les autres drogues toutes confondues à peu près 11%, et puis il y a les addictions sans substance qu'on appelle les addictions comportementales. Donc il n'y a pas de produit, mais il n'empêche que le cerveau se met dans une espèce de cercle infernal qui fait que la personne, malgré le fait qu'il n'ait pas de produit, va avoir des modifications cérébrales qui vont l'amener à consommer de façon compulsive et incontrôlée. Le mécanisme est le même en gros. Le mécanisme est le même, c'est-à-dire qu'à la base, l'humain est quand même très bien fait et très bien conçu, puisqu'il a des zones et un circuit du plaisir qui font qu'il va aller vers certaines choses qui vont lui donner des plaisirs et qui vont lui assurer sa survie. C'est-à-dire qu'il va avoir faim, il y a bien sûr la faim, le comportement sexuel qui va permettre la perpétuation de l'espèce, il y a aussi la musique, tout ça va lui donner beaucoup de plaisir. Quand quelqu'un prend une drogue, cette drogue va emprunter ses canaux et va donner énormément de plaisir à la personne qui va vouloir continuer, mais malheureusement, les conséquences ne sont pas positives comme la survie de l'espèce, mais vont aller vers
des conséquences très négatives à tout point de vue, physique, psychologique, social et autres. On peut être addict avec produit, sans produit. Est-ce que c'est plus facile de se défaire d'une addiction avec produit? On voit ces images terribles de la désintoxication, souvent violente, ou est-ce que c'est le même mécanisme quand on est addict aux jeux vidéo, quand on est addict à plein de choses? Est-ce que pour guérir, entre guillemets, de ces addictions, c'est plus facile ou c'est pareil? Bon, il est évident qu'il y a des produits beaucoup plus addictogènes que d'autres. C'est-à-dire que des produits qui vont demander très peu d'expérimentation à la base ou de prise de produit pour devenir addict et qui vont amener l'individu à avoir beaucoup de mal à contrôler et à se séparer du produit. Notamment, il est évident qu'un héroïnomane va avoir énormément de mal à se défaire de l'héroïne. Bien entendu, il y a des traitements très spécifiques à ce genre d'addiction et chaque produit a ses traitements. Mais il y a des molécules qui sont plus addictogènes que d'autres. Après, ça va dépendre de l'individu parce que certains individus qui auront des pathologies psychiatriques, par exemple, il faudra déterminer, soigner la maladie psychiatrique aussi pour aider la personne à se libérer de la drogue, du produit ou bien du comportement addictogène. Vous parlez de ce classement en fait des produits addictogènes, enfin des substances ou pas d'ailleurs. Oui. Est-ce que d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, il y a est-ce qu'en Corse par exemple, on est différent d'une autre région? Vous parliez de l'alcool, du tabac. C'est vraiment spécifique. Disons qu'il est évident que malheureusement... Culturellement. Disons que l'addiction est une maladie qui existe dans tous les pays. Chez nous, puisqu'on va parler quand même de la Corse, nous ne sommes pas épargnés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que une île, il fait beau, je veux dire, il y a toutes sortes de beaux paysages, la mer, la rivière, mais l'humain, c'est l'humain, qu'il soit en Corse ou en Afrique du Sud, ça sera l'humain. Alors bien sûr, il y a des pays où il y a des tolérances, d'autres moins, mais ça peut faire l'objet d'une interview bien spécifique sur le sujet et qui est très intéressante. Mais malheureusement chez nous, nous ne sommes pas épargnés et c'est la raison pour laquelle il faut œuvrer et je vous remercie de nous inviter pour pouvoir donner des solutions aux personnes souffrant d'addiction. Merci beaucoup, docteur Giustiniani. Justement, on va se retrouver demain pour parler de l'humain au cœur de ces addictions. À demain. Bonjour et bienvenue, le docteur Fanny Giustiniani est notre invitée cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. On rappelle que vous êtes docteur en médecine, addictologue également, que vous intervenez auprès d'Addiction France. Donc on a expliqué depuis le début de la semaine ce qu'était l'addiction, à quel produit. On a bien compris que l'humain, il était au cœur de tout ça, que ce soit dans le soin, dans l'approche, mais aussi dans les personnes qui souffrent d'addiction. Est-ce qu'on est égaux devant l'addiction? Alors, non, nous ne sommes pas égaux devant l'addiction puisque, bien entendu, chaque individu est différent. Donc, il faut considérer l'individu dans sa globalité et ses fragilités. Il y aura des individus qui seront plus fragiles que d'autres et qui donc vont souffrir et rentrer plus facilement dans l'addiction et avoir plus de mal aussi à en sortir. Ça, c'est une évidence. C'est la raison pour laquelle, dans les thérapeutiques, il faut en tenir compte. Donc vous tenez compte, vous, de l'individu, vraiment, dans sa globalité, c'est important. Voilà. Il faut aussi bien réaliser que tout individu provenant des toxiques se met en danger, de façon évidente. Cependant, tout individu ne va pas entrer dans la maladie addictive. C'est la raison pour laquelle, lors des interviews précédentes, j'ai bien expliqué que le diagnostic d'addiction était un diagnostic avec des critères bien précis sur une durée certaine. Après, il faut bien entendu pouvoir conseiller aussi à des personnes qui expérimentent ou qui
qui vont utiliser des produits de façon occasionnelle, mais qui se mettent en danger et qui mettent en danger les autres. C'est là le rôle aussi, notre rôle. Après, bien entendu, suivant la fragilité de l'individu, suivant l'âge de l'individu, ça va être un problème différent. Un adolescent, par exemple, qui va consommer des produits, va se mettre en danger d'autant plus facilement sur le moyen et le long terme que son cerveau n'est pas mature et qu'il faut attendre l'âge de 25 ans pour que son cerveau soit mature. Donc, l'utilisation de drogue va influencer, va modifier ses structures cérébrales. Et ça, il faut que les jeunes en soient conscients. Donc, vous, comment ça se passe en fait? Comment vous, on va pas dire vous découpez l'individu, mais quelle étude vous menez là-dessus? Donc, l'individu, quand il arrive au centre, on sait, et c'est ce que nous étudions tout au long de nos études. L'être humain est un être physique, avec ses fragilités physiques, somatiques, psychologiques, avec son affectif, son intellectuel et social. Il est aussi spirituel. Quelqu'un qui a une spiritualité forte aura peut-être plus de facilité à trouver des accroches pour sortir de l'addiction, bien qu'il y a aussi des personnes qui, pour des raisons spirituelles, vont prendre des produits. Donc vous voyez, c'est très très complexe et il faut arriver à démêler ce qu'est cet humain qui arrive nous voir en souffrance. Voilà. Et ça, il faut savoir l'écouter, l'accueillir et tenir compte de ces situations. Par exemple, un individu qui a souffert de douleurs physiques et qui a été mis sous traitement opiacé pour ses douleurs et qui est devenu addict alors qu'à la base c'est un traitement médical, n'est pas traité de la même manière au sens thérapeutique que quelqu'un qui va arriver et qui prend des produits parce qu'il est déprimé. À ce moment-là, bien entendu, il y aura des approches à tenir compte, notamment le volet psychologique. Vous parliez du contexte social aussi, il faut s'intéresser aussi à ce contexte social de l'individu, parce qu'on ne peut pas l'extraire de son contexte social, de son milieu, de l'endroit où il vit. Voilà, notamment la famille. La famille, avec une famille bienveillante, accueillante, il y aura quand même moins de chances que le jeune entre dans des comportements à long terme d'addiction. Mais même ça, il peut arriver que les familles soient bienveillantes. On n'est jamais à l'abri de rien. Cependant, il y a quand même plus de chances, il y a de la tendresse et du calme dans la famille, que le jeune expérimente peut-être, mais ne rentre pas dans le comportement addictif. Et notamment, il y a quand même souvent des familles qui ont des difficultés, que ce soit ou bien où il y a des traumatismes. Et là, c'est encore un autre problème. Donc, on parlera après des différentes missions, on en parlera tout au long de cette semaine, mais justement, il est important pour vous de connaître tout l'individu, vous disiez, dans sa globalité. Il est important que cet individu se livre à vous, il est important d'aller chercher les informations, comment ça marche? Oui, c'est important qu'il y ait déjà la confiance entre le patient ou l'usager, ou la personne qui vient demander simplement des informations, afin qu'il n'y ait pas de barrière déjà entre la personne qui va accueillir, traiter, conseiller, et la personne qui est en demande. Toute personne peut être demandeur. Il peut y avoir une famille qui vient nous demander pour son fils, pour son oncle, donc on accueille vraiment famille et patients, usagers. Toutes sortes tous les individus sont accueillis au centre et on va tenir compte de leur personnalité parce qu'il est évident que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui est timide, qui est hypersensible, il y a des critères de personnalité qui font que la personne va être plus fragile. Donc on essaie de voir quelles sont ses fragilités. Quelqu'un qui a une stabilité affective aura quand même plus de force pour lutter. Quelqu'un qui est entouré, donc il faut qu'on voit à peu près tous les secteurs, voir les forces, les fragilités de chaque individu pour arriver à puiser, à renforcer ce qui est déjà présent et les forces, et à essayer d'aider dans les fragilités.
Merci beaucoup, docteur Justiniane. À demain. À demain. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à notre invité, le docteur Fanny Justiniani. Bonjour. Bonjour Maria. On parle de ces addictions depuis le début de la semaine. On rappelle que vous êtes médecin, que vous êtes également addictologue et que vous intervenez au sein d'Addiction France. Alors justement, quels sont les moyens dont vous disposez? Quelle prise en charge peut être proposée aux personnes qui se trouvent en situation d'addiction? Alors, comme je l'avais précédemment expliqué, l'individu a plusieurs volets, si on peut appeler ça des volets, mais l'individu a un côté physique qu'il faut prendre en charge, psychologique, que ce soit affectif ou intellectuel, et social. Il a aussi le côté familial et il faut tenir compte de tous ces critères pour arriver à avoir une prise en charge globale. Parce que le patient vient nous voir pour des problèmes de prise de produits ou de comportement, donc il vient déjà avec les conséquences aussi Alors il y a les causes, prise de produits, comportement, mais il faut voir les racines. Les racines, c'est-à-dire c'est comme un arbre. L'individu vient nous voir, il nous présente ses branches avec tous ses symptômes, toutes ses conséquences sur la famille, sur le couple, etc. Mais nous, il faut voir aussi toutes les racines. Qu'est-ce qui se passe au fond pour cet individu? Il y a ce qu'il montre, et il y a aussi toutes ces raisons, toutes ces causes qui peuvent même ne pas être exprimées par le patient. Donc il faut qu'on aille à la recherche avec lui de ce patient. Qu'est-ce que vous proposez ensuite quand vous avez défini le problème Disons que c'est très complexe. Il faut savoir que c'est très très complexe parce qu'il y a des intrications multiples. Un individu va venir nous voir souffrant nous disant je prends des produits, je n'arrive pas à m'arrêter, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut voir pourquoi il prend ces produits. Il faut déterminer par exemple s'il y a une pathologie psychiatrique afin de pouvoir adresser le patient à un psychiatre, afin d'affiner le diagnostic que l'on a pu faire d'addiction et associer peut-être un diagnostic psychiatrique. Pour cela, déjà, il faut que le produit soit enlevé du circuit afin de voir si, une fois qu'on enlève le produit, la personne souffre encore de troubles qu'elle peut nous venir, dont elle souffre. Quand on enlève le produit, est-ce que l'individu souffre encore? Si au bout de 4 mois, il a toujours ces souffrances psychiques, on peut penser que ce n'était pas obligatoirement le produit, puisqu'il y a 4 mois d'arrêt, admettons, et il souffre toujours de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Après, il faut voir aussi que se passait-il avant que la personne consomme? Comment était cette personne? Moi, je demande souvent aux patients comment étiez-vous enfant? Est-ce que vous étiez un enfant heureux? Est-ce que vous étiez un enfant triste? Est-ce que vous jouiez? Est-ce que vous aimiez la vie? Est-ce que vous aimiez... Pour savoir si à la base, il n'y avait pas un petit garçon ou une petite fille déjà en repli et qui avait déjà des soucis, des problèmes de relations qui puissent être un élément du comportement de l'adulte. Et en fonction de toutes ces réponses, vous proposez des solutions. Quand on est venu vous rencontrer au sein d'Addiction France, on a dit le but c'est pas de faire arrêter la personne d'emblée. Le but c'est vraiment d'amener cette personne vers une réponse. Enfin, c'est peut-être pas le terme, mais vers une prise de conscience. Voilà. Donc déjà, si la personne vient, mais elle peut venir ou elle peut être amenée. Déjà, c'est différent. Si la personne vient, c'est elle sait qu'il y a un problème. Elle peut être amenée par quelqu'un qui a déterminé le problème, mais la personne peut être dans l'ambivalence et refuser la réalité de la consommation et des conséquences qu'il y a déjà sur sa vie. Donc c'est déjà d'amener la personne à prendre conscience de sa situation et qu'elle arrive à réaliser les conséquences déjà négatives de la prise de produit ou du comportement. Une fois que la personne a réalisé, disons que déjà la moitié du chemin est fait, moitié ou le quart, suivant les produits pris ou la gravité du comportement en question. Et ensuite, donc, on peut aller voir un médecin, on peut aller voir une infirmière, on peut aller voir un psychologue. Donc ensuite, une fois que... Alors,
ça fait partie, si vous voulez, du fonctionnement global du centre. Et je pense que on peut peut-être prendre un temps pour parler de ce fonctionnement global, pour que je puisse vous expliquer vraiment sur un temps plus long comment nous prenons en charge depuis l'accueil jusqu'au diagnostic et jusqu'au traitement, si vous voulez, Maria. Très bien. Donc on se retrouvera dès demain. Très bien. Pour parler de tout ça. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du docteur Fanny Lucignani. Bonjour. Bonjour Maria. On rappelle que vous êtes docteur en médecine, vous êtes également un dictologue. Vous intervenez au sein de l'association Addiction France. Qui œuvre en Corse du Sud notamment. Alors, on disait hier, finalement, il y a plusieurs facettes au sein de ce centre. Comment ça marche quand un individu arrive chez vous? Alors, le centre est très, très bien structuré, puisque il faut savoir que tout individu souffrant d'addiction, ou bien une famille dont un membre souffre d'addiction, ou que ce soit une prise de produit ou un comportement addictif, que ce soit le jeu, les écrans, le sexe, peut venir nous voir et nous demander des informations. Donc déjà, la première approche peut être informative uniquement. Donc, la personne sera reçue. Il y a plusieurs volets dans notre centre. Il y a le CARUD, qui est finalement l'accueil, avec la réduction du risque, mais aussi simplement l'accueil. Toute personne arrive est accueillie par le CARUD, qui est tenu par 2 éducateurs et une infirmière. Donc déjà, la personne arrive, le CARUD la reçoit et évalue, que ce soit les familles, que ce soit les patients. Ensuite, le patient ou l'usager ou la personne venue demander des informations va être orienté soit vers le soin, soit vers la réduction du risque. Donc, quelqu'un qui veut se soigner va aller vers le soin. Il y a au centre 2 médecins, dont je fais partie. Il y a 2 psychologues. Il y a une personne aussi qui prend soin et qui s'occupe depuis 30 ans du travail de relation d'aide en addictologie, Mme Gros-Claude, qui reçoit aussi, qui est aussi référent carcéral, qui va aussi en prison. Les 2 psychologues avec des diversités qui peuvent faire de l'hypnose ou il y a des nouvelles formations en cours dans le centre parce que nous voulons ouvrir à d'autres thérapeutiques qui puissent aider les patients en fonction des diversités des patients, notamment l'hypnose. Donc, plusieurs volets. La prévention, le soin, la réduction du risque. Donc ça, c'est sur Ajaccio, les gens peuvent venir au centre, mais nous allons aussi vers les autres. C'est-à-dire que nous allons sur le territoire, nous allons en Corse du Sud, Portofay, Bonifacio. Nous allons aussi, avec la prévention se déplace énormément dans toute la Corse, sur tout le territoire, avec des actions comme Tabado, les programmes Moi sans tabac. Un travail est fait actuellement sur les lieux de santé sans tabac. Donc, il y a un travail au centre, en dehors du centre, sur tout le territoire, et avec des praticiens qui peuvent, à eux tous, prendre en charge les patients du point de vue médical, psychologique, social, et aussi réduction du risque pour ceux qui ne veulent pas arrêter, mais qui se mettent en danger, qui mettent les autres en danger, notamment avec les hépatites C, le HIV, la transmission par du matériel souillé, qui peuvent transmettre des maladies à leurs conjoints, etc. Donc il faut être conscient de ces risques et conscient qu'au centre, on peut les aider justement à se protéger, à protéger les autres. La réduction du risque, c'est ça, c'est venir chercher une seringue stérile, c'est venir chercher, si on ne veut pas arrêter, mais c'est déjà un premier pas, peut-être... Disons que la réduction du risque, il faut faire attention à ne pas la limiter justement au matériel, parce que la réduction du risque, c'est déjà parler du risque. Donc c'est faire prendre conscience aux patients qu'ils prennent des risques, quels risques ils prennent, qui prend des risques dans la famille, dans les amis, et qu'il y a aussi
la solution aussi d'aller vers le soin. Vous voyez, donc le CARUD, réduction du risque, mais aussi information du risque. Voilà, c'est ça qui est très important. Il est important de préciser aussi, pour conclure, que vous êtes un centre habilité auprès des jeunes. Oui, puisque c'est nous qui portons les consultations jeunes consommateurs. Nous sommes aussi habilités, nous sommes aussi référents carcérales, c'est-à-dire que nous allons au niveau dans la prison d'Ajaccio, afin de pouvoir, c'est Madame Gros-Claude qui s'occupe de ça, de pouvoir soutenir, aider les patients souffrant d'addiction et de les aider aussi sur leur côté social, puisque Mme Gros-Claude a une formation d'assistante sociale, mais aussi s'occupe de la prise en charge addicto depuis 30 ans. Donc, et à leur sortie, par exemple, les détenus pourront venir au centre pour avoir la continuité du suivi. Donc, c'est vraiment, on essaie d'aller vers tous les publics. Merci beaucoup, docteur Giustinian. Et ce qu'on vous disait en début de semaine, c'est que on vous accompagnera justement avec Addiction France pour parler de la prévention, de tout le travail que vous faites dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, mais pas que ça, de tout le travail que vous faites sur le territoire, sans jugement, sans diabolisation et en toute confidentialité. Je pense qu'on terminera là-dessus, parce que c'est vrai que la Corse est un petit territoire, mais n'empêche que quand on pousse la porte d'Addiction France ou en Corse, comment on fait pour vous joindre déjà? Et puis c'est vraiment en toute confidentialité. Si quelqu'un veut avoir des renseignements, il peut aller sur le site web de Addiction France et trouvera beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Voilà. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On se retrouve très très vite. Très bien, volontiers et merci beaucoup. Merci, à bientôt.